bonjour à tous. Donc c'est avec plaisir que je suis ici, que je suis descendu de ma Flandre natale, puisque plus que le nord, je suis du nord, donc la Flandre, la terre d'origine de nos rois. Et cette harangue, elle m'est venue depuis plus de 5 ans maintenant que je travaille, après avoir effectué une courte mais intense carrière dans l'armée, de tous ces paysans que j'ai côtoyés en tant qu'ouvrier agricole, notamment dans le maraîchage, dans l'élevage. Et je m'inspire de Georges Valois qui lançait en 1909, dans sa Monarchie de la classe ouvrière, un appel aux ouvriers. Et il leur disait: ouvriers, la République c'est la guerre sociale, et la seule paix sociale que tu trouveras, c'est grâce au roi. Et aujourd'hui je m'adresse aux paysans de France, et cette harangue c'est une harangue pour les paysans, puisque paysans de France, la guerre agricole c'est la République, la seule paix agricole que tu trouveras, c'est par le retour du roi. Paysans de France, on t'a toujours menti. La République t'avait promis la paix, la tranquillité, la quiétude, sous son joug protecteur. Mais depuis plus de 2 siècles, ce n'est que la guerre agricole qu'elle t'a apportée. Une guerre par les paysans, une guerre contre les paysans. La gauche républicaine t'avait déjà abandonné il y a 150 ans, ou plutôt feignait-elle encore de s'être jamais intéressée à toi. Frère, on te trompe, proclamait fièrement la féministe André Léon, en en-tête de l'appel aux travailleurs des campagnes, qu'adressaient les insurgés de la Commune de Paris en avril 1871. Habitants des campagnes, nous disait-elle, vous le voyez, la cause de Paris est la vôtre, mais quelle cause? La République, évidemment, le fruit de la grande révolution. Pourtant, paysans de France, cette République qu'on voudrait te faire avaler de force, c'est celle qui a causé ta perte. Ce sont les déclassés de toute classe. Ces déclassés du prétendu tiers-État qui ont fait de toi le fils aimant de nos pays, de nos landes. Ceux que la presse citadine surnomme aujourd'hui avec mépris le quart France, les sans-dents, les sous-chiens, qui, soi-disant, en passant, n'existent plus et n'ont d'ailleurs jamais existé, n'est-ce pas, monsieur Kassovitz? Ne l'oublie pas, paysans de France, ceux qui te mentent aujourd'hui, ce sont aussi ceux qui t'ont jadis volé. Travailleurs de la terre de France, la République t'a tout d'abord dérobé ton bien le plus cher, le sol, que tu entends continuer de labourer, de semer, de récolter comme tes pères avant toi et les pères de tes pères avant eux. Cela fut, des mots de Georges Valois, l'œuvre de 89. Cette terre qui jadis était tantôt ferme, tantôt métairie, tantôt halleux, sans loyer ni redevance, tantôt communale. La République jacobine l'a marchandisée, privatisée, accordée à ceux qui ne la travaillent pas. Que sont devenus nos pâtisses, nos relargues, nos laertes, nos pexons, nos vaines pâtures? Derrière cette vente des biens nationaux, que l'on nous rabâche tant comme une gloire des révolutionnaires, se cache en fait la destruction des biens communaux, la disparition des droits d'usage au profit de la propriété légale, c'est-à-dire, nous dit le Code civil napoléonien, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ta terre, paysan de France, est depuis lors tombée dans l'escarcelle de ceux qui te l'ont confisquée. On nous revend la terre que nous avions déjà chantée des ancêtres vendéens lorsqu'ils prirent les armes contre la République et la Convention prétendue nationale. Lorsque la loi du 13 avril 1946 a inscrit dans le code rural le fermage comme un moyen pour le paysan d'accéder aisément à la quasi-propriété, tu as sans doute applaudi, mais as-tu oublié que les alleux de jadis, les métayages, les tenances, toutes ces coutumes locales qui, comme le rappelle l'historien Georges Bréhor, reconnaissaient aux possesseurs d'usage, aux propriétaires de fait, un droit inexpugnable à la terre qui fructifiait? Cette terre, fils de France, après te l'avoir revendue ou te l'avoir cédée en fermage contre une rente juteuse, on te la retire maintenant à nouveau au profit cette fois de l'étranger, du capital sans frontières. L'État républicain a créé au début des années 1960, pour mieux y parvenir, les SAFER, les sociétés pour l'aménagement foncier et rural. Alors que la surface des terres agricoles recule sans cesse en France, que la Cour des comptes a épinglé pour manque de transparence ces mêmes SAFER, alors qu'un paysan doit en moyenne traiter avec une quinzaine de propriétaires différents, alors qu'en 2024, 14% des terres agricoles étaient possédées par des sociétés financières, valorisant la vente plutôt que la transmission, voire de grands groupes comme Auchan, Alto, Chanel, le géant alimentaire italien Euricom, qui a acheté des champs entiers en Camargue. Alors même que la France a la législation la plus contraignante d'Europe en matière de succession, je te repose la question, paysan de France, que ne t'a pas retiré la République? Mais plus que ta terre, paysan de France, c'est à ton métier, c'est à ta raison d'être, à ton identité que la République en veut. Marianne craint que tu restes dans ton champ, elle veut faire de toi un soldat. La guerre agricole, tu en fus la victime, mais aussi le voltigeur de première ligne. Tu le fus dès les origines du règne de l'anti-France, dès les balbutiements de cette gueuse qui t'envoya à la défense de tes accapareurs. Pays, patrie, ces 2 mots résument toute la guerre de Vendée, disait Victor Hugo. Querelle de l'idée locale contre l'idée universelle. Paysans contre patriotes. Les jeunes gens, les gars, appelés à marcher
comme tous les Français au secours de la patrie, avaient trouvé plus agréable à rester chez eux, à manger des châtaignes et boire du petit vin avec le bon curé, la grand-mère et les amoureuses, ironisaient de leur côté les romanciers francs-maçons Erckmann et Chatrian dans leur histoire d'un paysan peu avant la terrible déroute de 1870. Quelques années plus tard, le nouveau gouvernement républicain, soi-disant de salut public, parquait dans le camp boueux de Conly, près d'Orléans, les paysans conscrits de l'Ouest qui suppliaient l'état-major de les faire rentrer d'Argère à la maison. Hier, la République t'envoyait à Valmy, contre les barricades de la rue Axo, à Verdun, à Dunkerque, à Beyrouth, à Sarajevo. Demain, ce sera vers l'Ukraine, vers l'Afghanistan, vers la Syrie que ces messieurs de l'Assemblée, bedonneux en jabiot doré, signeront ton départ pour l'Europe, pour la démocratie, les droits de l'homme, te diront-ils. Et si jamais tu rentres à la maison, paysan de France, à la maison, la République parlementaire et individualiste, qui divise et qui corrompt, comme l'appelait le grand syndicaliste paysan Henri d'Orgère, cherchera à faire de toi un bon petit votant, pour faire vivre la démocratie, disaient il y a 3 ans les traîtres du syndicat majoritaire, pour défendre l'Europe qui aujourd'hui t'asphyxie avec les accords du Mercosur, alors même qu'en un quart de siècle, l'excédent commercial agricole français a été divisé par 2. Enfin et surtout, camarades de la Terre, la gueuse aura à cœur que tu restes un excellent payeur. Il faut bien financer le train de vie des fainéants en écharpe tricolore. La République, ensuite, paysan de France, déteste plus que tout ton métier. Elle a voulu faire de toi non plus un fils de la terre, un gars de ton pays, mais un agriculteur, un simple cultivateur de champs. Oubliez ton terroir, il ne vaut plus rien face au marché mondial. Oubliez aussi ton savoir-faire. On t'a imposé par la politique agricole commune des races, des variétés, des techniques, des outils et des intrants standardisés, des monocultures. La technique fera de toi le petit dieu de ton exploitation, tu pourras tout faire tout seul. La France est désormais le premier marché phytosanitaire d'Europe. On t'a imposé, éleveur de France, la prime Holstein, nord-américaine, plus productive, disait-on, sous couvert de biodiversité, de contrôle sanitaire, de propriété intellectuelle. On t'a interdit de cultiver les anciennes semences. On t'a proposé à leur place un catalogue où ont seul droit de citer les Monsanto, les Syngenta, les KWS, etc. Malheur à toi si tu te rebelles, à l'image de Jérôme Laronze, éleveur bio de Saône-et-Loire, tué en mai 2017 par la gendarmerie, alors qu'il tentait de résister à un contrôle de la direction départementale de protection des populations qui lui demandait de prouver à ses frais la filiation génétique de 45 de ses veaux nouveau-nés. Mais lorsque contraint et de guerre lasse, tu as accepté d'obéir à cette nomenclature bureaucratique, on t'a taxé de productiviste, d'écocidaire. On a créé contre toi une police dans l'environnement, des taxes sur les charges environnementales, des normes vertes. Des activistes pastèques, verts dehors, rouges dedans, habillés made in Vietnam, s'introduisent dans tes fermes pour casser les machines, soustraire les bêtes, comme en septembre 2019 dans cet élevage de l'Eure, où un mouvement de panique créé par des antispécistes a causé la mort de 1400 volailles. Pendant ce temps, l'Union européenne libre-échangiste négocie l'entrée de toujours plus de produits étrangers sur le marché national, dont 99 000 tonnes de viande bovine. Ces produits, te disent-ils, respecteront les normes sanitaires et écologiques des accords de Paris, alors même qu'aucun indicateur chiffré n'a été fourni en la matière. Mais ils le feront, te diront-ils, pour la démocratie brésilienne du président Lula. La République, enfin, te déteste en tant qu'homme. Elle ne te veut pas voir vivre de ton travail et encore moins profiter de ta vieillesse. Si un jour tu parviens à l'heure de la retraite, tu n'auras pour pension qu'une bouchée de pain, 1150 € par mois en moyenne. Pour tes 100 heures de travail hebdomadaire, 3 fois moins que ce que touche pour 5 années d'absentéisme à l'Assemblée ces mêmes députés véreux qui te taxent de pollueurs, de gaulois réfractaires et qui viennent de voter le maintien du remboursement total avec l'aide médicale d'État des frais médicaux pour tout clandestin illégalement rentré sur notre territoire. Ta femme, elle, ira mendier un minimum vieillesse qu'on lui refusera pour mieux financer la couverture médicale universelle d'un mineur isolé ou une mammectomie pour un transgenre autodiagnostiqué. Si tant est que tu es encore une épouse, car la République a toujours eu à cœur d'abattre par le divorce, par l'avortement, par la contraception généralisée et imposée cette famille souche paysanne, chère à Frédéric Leplay. En 2023, un agriculteur sur 4 était célibataire sans enfant, 1 sur 10 divorcé. Rassure-toi, paysan de France, la mutuelle sociale agricole a trouvé la solution à ce problème, généraliser le régime matrimonial de séparation des biens. Je sais que par honneur et par pudeur, fils de France, tu préfères souvent t'ôter la vie pour que s'éteignent avec toi les maux qui t'accablent, dans l'espoir que ton sang versé ne retombe pas sur cette terre que tu chérissais tant. Quel plus bel épilogue pour la République que cette suppression volontaire qui concourt à cette disparition des paysans qu'Henri Mandras prophétisait déjà il y a 6 décennies. Oh, mais fais donc, cher ami, ricane la gueuse, j'en ai des millions d'autres au Canada, en Uruguay, au Brésil, qui feront très bien ton travail, plus de frontières. Non, ami paysan, contre les mensonges de cette République qui te hait, je te propose 4 adjectifs simples qui résonneront à ton bon sens populaire comme un dicton traditionnel, héréditaire, antiparlementaire et décentralisé. Antiparlementaire, tout d'abord, car que t'apportera cette assemblée qui vit fusiller tes ancêtres
et qui ne voit en toi qu'un bulletin dans l'urne sainte qui lui permettra de renaître sans cesse. Jules Ferry disait déjà en 1863 à propos de toi, paysan de France, le jour où la monarchie tomba, le paysan se réveilla citoyen, tenant dans sa main son 8 millionième de souveraineté. Il est permis de croire que le cadeau parut médiocre au plus grand nombre. Ils en usèrent avec leur douce apathie, faisant autant de constituants et de législateurs qu'on leur demandait, et ne pensant qu'une chose, c'est qu'il coûtait bien cher. Décentralisé, car cet État qui t'accordera la paix que tu mérites ne peut être que l'absolu contraire du Paris et du Bruxelles jacobin. Le roi en haut pour que tes petites républiques paysans revivent à nouveau en bas. Seul le roi de la terre, comme le roi du travail, peut te défendre contre les prédations du marché, du capital, de l'éco-totalitarisme. Le roi de France fut toujours et de tout temps le père du laboureur. Ma tendresse pour mes peuples n'est pas moins vive que celle que j'ai pour mes enfants, rappelait le roi Soleil lors de la terrible année de 1709. Hérédité et tradition, enfin, car la France est un champ, et ce champ assumera la prospérité nationale, ainsi que le proclamait le Paulu de 14 et mémorialiste Aimé Souchet. Qui d'autre pour cultiver ce champ que le roi? Exactement comme le fils d'un fermier est bien plus apte à diriger une ferme qu'un grand avocat ou qu'un grand savant. Cette formule tirée du manuel du royaliste de Firmin Baconnier plaira, je le sais, à ton bon sens et à ton amour du bien commun. Seul le chef de la famille royale, le chef de cette famille de famille, qu'est notre chère France, saura te rendre ta terre, ton métier, ton foyer. Abandonne donc, frère laboureur, tes chimères républicaines pour qu'éclosent de nouveau dans le sillon, sous le soc de ta charrue, les roses et les lys. Alors seulement, les blés seront plus beaux, la paix agricole reviendra. Alors seulement, pour reprendre ces mots du maître de Martigues prononcés au mariage d'Albert Marty, vieille et floride, siègue et livide. Pour que vive le paysan de France, vive le roi.